Bonjour tout le monde! Bonjour Vanessa, bonjour Elsa. Bonjour. Salut ça. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler du fameux syndrome de l'imposteur. Oui, on a beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est assez universel. Oui, puis je pense qu'on en jasait un peu avant de rentrer en onde. Ça nous concerne professionnellement parce qu'on en voit beaucoup, mais ça nous concerne aussi personnellement. On a tous nos moments où on s'est senti imposteur, où on continue de se sentir imposteur. Hein? Et on peut se sentir imposteur dans plusieurs sphères de notre vie, mais les personnes dans le réseau de la santé ou les professionnels de la santé le vivent quand même fort aussi, là, en général. Donc, il y a quelque chose d'universel qu'on peut connecter peut-être à des schémas ou à des modes. On va voir ça plus tard. Là. Oui, puis moi, je me suis donné un rôle un peu différent aujourd'hui dans le live avec vous autres. Fait que vous deux, vous apportez chacune vos couleurs, vos approches. On va se présenter dans quelques instants, puis ce que vous allez faire. Puis de mon côté, je suis là pour connecter un peu avec les gens qui sont dans le chat. Je vais revenir avec un petit avertissement dans ce sens-là, mais aussi pour partager des histoires que j'ai vues ou que j'ai vécues. Donc, je suis venue vous raconter des histoires. Donc, je vais faire un peu différent. Je sors de ma zone de confort et je me sens imposteur de le faire. Donc, le petit avertissement. Je me suis rendu compte que les commentaires, d'abord les commentaires, si vous m'écoutez en ce moment, vous nous écoutez sur YouTube, sur Facebook, les commentaires, ils restent après la diffusion. Donc, que ce soit sur Facebook ou, avant, je disais, sur YouTube, les commentaires sont éphémères parce qu'ils n'étaient pas en dessous des vidéos. Mais là, je me suis rendu compte que quand tu es en train d'écouter le live, il apparaît sur le côté et on voit vos noms. Donc là, l'avertissement est le suivant. Mes invités et moi, et ça c'est pour aujourd'hui puis à l'avenir, on va arrêter de se stresser à ne pas nommer vos prénoms parce que ça nous rend plus proches de vous, c'est-à-dire, puis là je vais le faire dans quelques secondes, à qui on parle, à qui on répond la question. Puis de toute manière, les commentaires restent là. Donc là, c'est un peu votre responsabilité, soit de choisir de ne pas faire de commentaires parce que vous voulez garder votre confidentialité, votre intimité, ou encore d'aller changer votre nom sur YouTube. On peut s'appeler Madame Chose sur YouTube. C'est ça qui va apparaître dans les commentaires. Donc, si vous voulez garder une confidentialité sur vos questions, vos partages, vos commentaires, il faudrait changer de nom. Donc, cela étant dit, ça va nous permettre plus de naturel puis de spontanéité de vous répondre directement aux commentaires quand vous en faites dans le chat sur YouTube ou sur Facebook. C'était mon petit avertissement du jour. Donc, justement, il y a déjà plein de gens qui nous ont dit bonjour. Salut Samy, Sébastien, Rox. Vous êtes déjà beaucoup. Caroline, Nadine, Catherine, Isabelle, Isa, Manon, José, Van. Merci d'être là avec nous. Puis merci d'avance de poser des questions, de partager, de faire des commentaires. Ça rend ça tellement plus fun pour nous, tellement plus organique, comme tu dis, Vanessa. Oui, puis plus utile pour les gens qui nous écoutent aussi. Hein? Oui, parce qu'au final, c'est pour ça qu'on fait ça. On n'est pas venu faire des monologues pour s'écouter parler. On est venu connecter avec vous puis vous aider dans des sujets qui vous concernent. Puis aujourd'hui, parlons de notre sujet, justement. Donc, notre sujet, c'est le fameux sentiment ou syndrome de l'imposteur. Donc, on va préciser d'abord que ce n'est pas un diagnostic. Là, fait quand on dit le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas un diagnostic officiel du DSM-5. C'est plutôt un phénomène psychologique. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser un peu de place pour le décrire, Vanessa. Puis, ça me permet de faire du pouce. Tu pourras nous en parler après, si tu veux, avec un atelier que tu donnes justement dans le programme Thérapie Évolution qui est sur ce sujet-là. Fait que tu connais ça. Tu vas nous décrire un peu c'est quoi, dans tes mots, dans ton approche, qu'on puisse voir si ça nous concerne ou pas. Oui, effectivement, on est en plein milieu de cet atelier-là qui va se poursuivre là, pendant une partie de l'été aussi. Un atelier en rodage, donc on donne pour la première fois dans le programme. Donc, au fur et à mesure qu'on le donne, on redéfinit certains aspects aussi. On enrichit notre définition du sentiment d'imposteur par les expériences
des participants par tous les angles qui sont amenés. Donc, c'est vraiment super intéressant comme atelier, très enrichissant pour les animateurs aussi. Et ça permet des belles connexions authentiques. Donc, le sentiment d'imposteur, OK. Ben, il y a plusieurs façons de le décrire, il y a plusieurs angles. Donc, qui ça touche, de quelle façon ça se manifeste, dans quelle sphère de vie que ça se manifeste. Donc, ça peut arriver dans toutes les sphères de la vie, hein, dans tous nos rôles, finalement. Ça peut être au travail, oui, bien sûr, mais ça pourrait être en tant que parent, hein, qu'on pourrait se sentir imposteur. Ça pourrait être notre présence dans la famille de notre conjoint, par exemple. On pourrait se sentir imposteur dans cette famille-là. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités, angles et sphères dans lesquelles on peut vivre ce sentiment d'imposteur-là. C'est pas nécessairement juste au travail ou par rapport à nos compétences académiques, parce qu'on pourrait penser d'emblée que c'est surtout dans ce domaine-là que ça se manifeste, mais ça peut être dans vraiment plein de domaines. Donc, le sentiment d'imposteur va nous amener à douter de notre compétence réelle. Donc, quand on dit compétences, ça peut être des compétences interpersonnelles, ça peut être des compétences professionnelles, ça peut être certaines qualités. Et ce doute-là n'est pas une preuve qu'on manque de compétences, hein, nécessairement, n'est pas une preuve qu'on est inadéquat. Donc, c'est vraiment un doute qui nous appartient, qui est très subjectif, qui est une impression, une façon de se percevoir et qui n'est pas nécessairement connectée à des preuves scientifiques de notre valeur en tant qu'être humain. Hein. Puis là, je fais une blague en disant preuves scientifiques. Là. Mais c'est vraiment notre expérience subjective de qui on est, de nos compétences dans un champ spécifique de notre vie. Donc, et ce n'est pas une preuve et ce n'est pas une prédiction d'avenir de si les choses vont bien se passer ou pas pour nous. Donc, c'est vraiment une lunette avec laquelle on s'observe à un moment précis et parfois, on s'identifie un peu trop à cette lunette-là. Hein, parce qu'on peut se voir de plein de façons, il peut y avoir des pensées qui émergent sur nous-mêmes, des petites critiques, mais des fois, on fusionne un petit peu trop avec ces pensées-là, ces critiques-là, au lieu de les regarder avec un petit peu plus de distance pour se dire « Ah, OK, il y a un petit doute qui émerge en moi en ce moment. Est-ce que qu'est-ce que ça vient dire finalement sur moi? Qu'est-ce que ça vient dire sur mes compétences? Qu'est-ce que ça vient dire sur mon sentiment de sécurité intérieure, sur mon estime de moi? » Bref, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'il y a de constructif à faire avec ça? Donc ça peut être une belle posture saine quand il y a un doute qui émerge. Mais avec le sentiment d'imposteur, on peut s'identifier un peu trop à ce doute-là, dans une certaine mesure, et ça devient notre identité d'une certaine façon, et ça va déterminer nos réactions, puis comment on va se comporter, et ça peut avoir plein de conséquences sur notre vie si on y accorde trop d'importance ou si on n'y donne pas un rôle constructif dans notre vie. Parce que se remettre en question, c'est sain. Hein? Vouloir améliorer nos compétences, c'est sain. Je vous encourage tout le monde à rester compétent au travail, dans tous les champs de votre vie, à faire de votre mieux pour vous améliorer, à être dans un processus d'amélioration continue, d'introspection, c'est très sain. Mais quand ça prend trop de place, quand notre identité se connecte principalement à nos failles, à ce qu'on n'a pas fait parfaitement, plutôt qu'à une vision d'ensemble de nous-mêmes qui est avec une juste proportionnalité de nos forces, de nos limites, de nos succès, de nos échecs, mais là, ça peut amener des difficultés. Ce serait ma façon de le décrire là, comme introduction. Très cool, merci. Très accessible aussi. Je vais faire un parallèle avec la schémothérapie. Quand on a un sentiment de l'imposteur, comme tu le décris là justement, puis que finalement, la souffrance dépasse le questionnement sain qui nous amène à s'améliorer, à se remettre en question, mais sans s'écraser ou se dévaloriser ou se faire violence, bien, c'est qu'on a un critique qui est très élevé. Et dans ce sentiment d'imposteur, le critique devient très dévalorisant quant à ce qu'on a d'affaires là. Donc, peu importe le rôle, comme tu nommais des différents rôles tout à l'heure dans lesquels on peut avoir le sentiment d'imposteur, c'est comme si notre critique nous disait « T'as pas ta place. Qu'est-ce que tu fais là? T'es ridicule, t'es pas bon. Tout le monde va se rendre compte que t'es qu'un imposteur. » Donc, on voit le discours, puis ça peut prendre toutes sortes de phrases. Si vous avez envie de partager
ce que dit votre critique dans les sentiments d'imposture, allez-y, ça nous intéresse, on va pouvoir connecter. Mais ça fait vraiment en sorte que ça devient souffrant finalement. C'est cette j'ai pas ma place, j'ai pas mon rôle, je devrais pas être là, devient très souffrant puis très prenant. Donc, il y a beaucoup moins de place à l'adulte sain qu'aux critiques. Et là, c'est là que ça devient chronique, problématique, récurrent. Puis, il y a deux choses principales. Vous partagerez ce que vous en pensez, les filles, mais moi, je vois deux grandes voies possibles quand on a un grand sentiment d'imposteur. Soit c'est le critique qui va gagner, puis on va performer encore plus, puis on va être perfectionniste, on va travailler fort, quitte à sacrifier nos besoins réels et affectifs, ou on va geler, on va paralyser. Puis là, on va peut-être procrastiner, s'auto-saboter ou ne pas tenter, par exemple, d'appliquer dans un domaine d'études qui nous fait rêver, mais on se sent tellement imposteur qu'on ne le fera pas, on n'essayera pas. T'sais. C'est les deux grandes voies défensives, sauf bien sûr si on adopte la voie de l'adulte sain, mais là, ça, on en reparlera un peu plus tard. Diane qui partage « j'en fais pas assez » égale « je ne suis pas assez ». Hein, justement, il y a ça dans le sentiment d'imposteur, un manque de distinction avec ce que je fais versus qui je suis dans mon entièreté. Elsa, est-ce que tu as envie de rebondir sur ces définitions-là, puis amener ta couleur à toi? Comment tu vois ça? J'imagine que tu n'as vu aussi beaucoup dans ton bureau des gens qui avaient le sentiment d'imposteur. Oui, puis je pense que ça a été nommé, mais qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que ça peut toucher tout le monde. Parfois, on peut s'imaginer un peu les extrêmes, ou se dire, le syndrome d'imposteur, c'est une personne qui, là, je sais pas ce que je pense, mais on peut s'imaginer, la personne n'a fait rien, puis elle va pas être dans une carrière, une profession, etc. Mais ça a été nommé un peu tout à l'heure, mais on voit vraiment l'inverse aussi. C'est beaucoup de personnes qui sont des professionnels, enseignants, profs, des personnes professionnelles dans le domaine de la santé qui ont le syndrome d'imposteur. Puis c'est là un peu avec ce que tu viens de nommer, Véro, que on peut voir qu'il y a différentes manières de réagir. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, je vois que c'est beaucoup associé justement avec l'anxiété de performance aussi. Il y a comme une corrélation entre les deux. Oui. Fait que souvent, dans ma pratique, ce que j'observe, les gens viennent consulter pour, exemple, de l'épuisement de la fatigue. On creuse, on voit qu'il y a de l'anxiété de performance. On creuse, on voit que ce qui alimente l'anxiété de performance, c'est le syndrome d'imposteur. Après, on peut aller creuser encore plus loin avec les schémas, entre autres. Mais ce qu'on observe, c'est que c'est ça. Souvent, le syndrome d'imposteur va amener à d'autres problématiques. Puis ça prend comme plusieurs couches, on va dire, avant que les personnes viennent consulter ou que les personnes se disent « Oh, j'ai des problématiques. » Oui, parce que ça peut être très fonctionnel, les deux voies qu'on a nommées là, que ce soit éviter X, Y, Z par peur d'échouer puis parce que je suis un imposteur ou surperformer puis travailler encore plus puis être perfectionniste. Les deux peuvent être fonctionnels longtemps. Ça peut t'amener du soulagement ou une espèce de résultat qui fait du bien puis qui fonctionne. Puis, notre critique peut nous amener à performer puis tu vas avoir des super bons résultats, de l'argent, du succès, bon, peu importe, là. Donc, le problème, on ne le voit pas tout de suite. Justement, on va se rendre jusque dans le mur, jusqu'à être épuisé, dépression, etc., avant d'aller consulter. Puis c'est là qu'on va voir que finalement, comme tu dis, il faut creuser pour aller découvrir qu'est-ce qui a mis ça en place, ce problème-là, finalement. T'sais. Ce qui est intéressant dans ce que tu amènes, Elsa, c'est que, c'est pas juste un sentiment, finalement. L'imposteur, c'est un système de fonctionnement multifactoriel qu'on maintient nous-mêmes en place par certaines façons de s'auto-valider, avec nos croyances. Donc, c'est quand même complexe. C'est pas juste une émotion, je me sens imposteur, puis je gère mon émotion. Il y a vraiment quelque chose de plus complexe dans le fonctionnement qui est sous-jacent. Exact. C'est souvent ancré très loin, hein? C'est ça. Ce qui rend ça intéressant, c'est ma vision des choses, mais d'aller essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se déclenche, parce que ça peut être différent d'une personne à l'autre aussi, les éléments déclencheurs. Fait que des fois, on peut faire une forme d'intervention, mais ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le monde non plus. Donc, d'aller vraiment essayer de creuser pour soi qu'est-ce que ça représente, puis qu'est-ce qui nous active dans ce besoin-là de bien faire,
et en parallèle, la peur de mal faire aussi. Mhm. Oui. Ben, j'avais, quand je préparais un peu notre rencontre, je faisais l'exercice de me dire, bon, dans les schémas, parce que c'est ça mon approche de la thérapie des schémas, dans les schémas, quel schéma est-ce qu'on peut avoir adopté depuis l'enfance qui fait qu'on se sentirait imposteur? Puis il y en a quand même plusieurs. Tu sais, le schéma échec, le schéma dépendance-incompétence. Là, je les nomme à brûle-pourpoint. Je les ai jamais... T'as tes cartons BAMS. Bravo, Elsa. Toi aussi, Vanessa, j'ai vu tantôt passer. Est-ce qu'on pourrait les expliquer en une phrase ou deux pour les gens peut-être moins familiers? Justement, je pense que ça peut être pertinent. Ben oui, c'est une bonne idée. Donc, mettons qu'on prend celui, en tout cas, moi, que j'ai, puis que j'ai vu chez beaucoup, beaucoup de gens qui semblent être très forts dans le sentiment d'imposteur, c'est le schéma imperfection-honte. Donc, imperfection-honte, c'est un schéma qui va dire « Je suis foncièrement pas bonne, mauvaise, défectueuse, et je dois tout faire pour le cacher parce que s'il fallait qu'on s'en rende compte, 3 petits points. On m'abandonnerait, on me rejetterait, on me ferait du mal, bon, peu importe la conclusion. Mais ça revient à qui je suis foncièrement. Donc, il y a beaucoup de honte, le schéma le dit, qui vient avec ça. Donc, on voit facilement comment notre critique, cette partie de nous qui nous juge, qu'on a commencé à parler tantôt, pourrait avoir un langage très dur, très exigeant, très exigeant, voire violent, parfois envers nous-mêmes, si on a cette pensée-là en dessous. Fait que ça, c'est un, je pense, qui est très fort dans le sentiment d'imposteur. Le schéma échec, c'est celui qui dit, bon, peu importe ce que je vais tenter et comment je vais le faire, je vais échouer. Donc, pas parce que tu as ce schéma-là que ça veut dire que tu ne tenteras pas, mais t'attends l'échec. Donc, on voit comment aussi, encore une fois, notre critique pourrait nous dire qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de les berner. Tu n'es pas un vrai médecin, une vraie psychologue, une vraie TS, une vraie maman. Tu vas échouer, tu le sais. Fait que là, on se sentirait imposteur. Maintenant, le schéma dépendance-incompétence, c'est un schéma qui dit « Je peux rien faire par moi-même. Ça me prend quelqu'un d'autre pour m'aider. Je suis profondément incompétente. » Tantôt, tu l'as nommé, Vanessa, dans ta description du syndrome de l'imposteur. Ça parle beaucoup, beaucoup de la compétence. Donc, bien sûr que si on a ce schéma-là, on risque d'avoir le syndrome de l'imposteur, ou en tout cas, à certains moments de nos vies, ressentir ce sentiment d'imposture. C'est ceux qui me viennent à brûle-pourpoint. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, les filles, dans ce domaine-là? Non, mais il y a des réflexions qui me viennent avec ce que tu as dit, Véro, par exemple. Quand tu parlais du schéma imperfection-honte, où tu disais que c'est vraiment relié à notre identité. Donc, peu importe le succès qu'on va vivre, si on en vit, finalement, notre identité va rester fortement teintée par le schéma imperfection-honte. Donc, on reste un petit peu pris dans une boucle d'une certaine façon. Exact. Oui, puis je trouve que ça faisait partie des manières qu'on peut décrire le sentiment d'imposteur, puis d'appeler ça une boucle ou un cercle vicieux. Je crois que c'est intéressant comme posture pour le décrire parce que tu vas tenter des choses, tu vas être très dur. Supposons qu'on prend l'avenue du critique là, dans les 2 avenues qu'on a parlé tantôt. Très dur envers toi-même, très perfectionniste, travailler plus, etc., etc. Et là, ce qui va se passer, de l'une, tu vas peut-être échouer, ou de l'autre, tu vas peut-être réussir, mais la conclusion que va se faire ton critique à propos de ce succès ou de cet échec est très intéressante et c'est ça qui nous maintient dans la boucle. Soit tu as réussi, ben oui, c'est sûr, il faut travailler 90 heures semaine, ou c'est un hasard, tu as été chanceuse. Ils sont juste gentils quand, par exemple, on reçoit des compliments. Et dans le cas de l'échec, ben tu vois, t'es nul, t'as pas d'affaire là. Tu vois, encore une preuve de plus de ton incompétence ou de comment tu es foncièrement imparfaite. Donc, dans cette posture-là, on tourne en rond parce que tous nos succès sont des hasards ou ont une excuse pour l'expliquer dans le discours de notre critique, alors que tous nos échecs sont des preuves scientifiques, comme tu disais tantôt, selon lui,
que tu serais vraiment nul, que ce qu'il te dit depuis toujours. Donc, qu'est-ce qui arrive avec notre schéma? C'est qu'il se cristallise encore plus. Et là, on est dans un cercle vicieux. Il faut dire, quand on parle des schémas, quand on parle des modes, on en a parlé dans plein de lives, dans plein de capsules, qu'on parle de quelque chose qui est profondément ancré. On parle de quelque chose qu'on a pris les premières fois, des schémas qui ont pris naissance dans notre cerveau à la petite enfance ou à l'adolescence. Donc, c'est bien ancré profondément à l'intérieur de nous. Souvent, ça prend de l'aide pour défaire ces patterns-là. Et ça me fait réfléchir en plus à la définition qu'on s'auto-construit de ce que c'est un échec et un succès. Parce que si on se dit c'est un échec, OK, là, on comprend toute la boucle, mais qu'est-ce que c'est un échec dans le fond? Est-ce que notre définition est nuancée? Est-ce que c'est vraiment un échec? Avoir 70%, un examen difficile, c'est un succès pour certaines personnes, c'est un échec pour d'autres. Donc, notre propre définition va venir influencer aussi toute la boucle de réaction. Alors qu'un succès et un échec, des fois, c'est pas blanc ou noir. Hein? Il peut y avoir toute une gradation, un continuum entre les deux aussi. 100%, c'est tellement vrai. Puis tantôt, tu l'as nommé, Elsa, on voit des gens parfois très compétents, même dans les études scientifiques, j'ai regardé un petit peu avant de venir en live. On voit ça souvent chez les gens hyper compétents, chez les gens hyper intelligents. Puis ça revient à ce que tu es en train de dire, Vanessa, c'est que ces gens-là, par exemple, on prend quelqu'un, tiens, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a une douance intellectuelle. Il a tellement réussi bien, vite et facilement, par exemple, à l'école, tellement eu de médailles de 100% et d'approbation basée sur ce qu'il réussissait, que les standards qui s'est fixés à propos de c'est quoi un succès sont très, 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 très élevés. Donc, même un 80 ou un 85%, c'est un échec. J'ai déjà entendu des patients me dire, je revenais à la maison avec 93%, puis ma mère me disait, pourquoi tu n'as pas eu 100%? Qu'est-ce qui t'a empêché de réussir? T'sais? Fait que quand on regarde ce genre de terreau fertile-là durant le développement, pour développer ce genre de schéma-là, ben on va voir après, chez des gens hyper compétents, hyper fonctionnels, qui réussissent et tout ça, que eux, dans leur tête, quand tu penses qu'ils réussissent ou que toi, tu les observes avec une autre paire de lunettes, eux, c'est pas comme ça qu'ils se traitent à l'intérieur. T'sais. Ça m'amène un autre concept, parce que j'étais là-dedans hier, justement, mais je donnais une formation sur le concept de soi. Fait que dans la construction de notre identité, comment on se perçoit par rapport aux autres et à soi-même, en fait. Tu sais, il y a l'estime de soi, la confiance en soi et l'image qu'on va avoir de soi-même. Puis, tu sais, dans Vanessa, ce que tu nommais, le comment on s'auto-évalue, ben, c'est beaucoup influencé par comment est-ce qu'on se perçoit et comment on s'apprécie comme individu. Fait que très rapidement, tu sais, il y a une différence entre l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne comme être humain. Est-ce que j'ai plus de valeur que les autres, moins, même niveau, etc. La confiance qui est à quel point est-ce que j'ai confiance, que j'ai les compétences, les habiletés pour faire quelque chose. Et l'image qu'on va avoir de soi qui peut être avec une petite tangente négative, positive. Fait que cette image-là du miroir dans lequel on se perçoit. Fait que c'est sûr que si, à la base, l'image, quand je me regarde dans le miroir, est négative, que j'ai l'impression de pas avoir des bonnes valeurs, je m'apprécie pas, ou que je sens que j'ai pas les compétences pour réussir, ben c'est sûr que mon évaluation de moi, comment je vais m'évaluer, va être négative. Et cette évaluation-là, qui est la base après de comment je m'évalue par rapport aux choses autour de moi. Fait que c'est là qu'on se rend compte que ben, c'est ça. Non seulement tout le monde peut avoir le syndrome d'imposteur, mais que tout repose sur la perception de soi. C'est-à-dire, j'aime bien cette image-là, mais si je me regarde dans le miroir, comment je me perçois? Oui. Puis si à la base, j'ai une image négative de moi, ben, ça va être très difficile après, par rapport aux autres relations ou par rapport aux autres situations de vie, d'être capable de percevoir la réalité, qui est souvent plus nuancée que je m'aime pas ou, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que d'amener la nuance, mais ça part vraiment dans l'image qu'on a de soi et la construction de ce qu'on appelle le soi. Vraiment, oui. Donc, c'est loin, c'est ancré loin, c'est là depuis longtemps, c'est profond, c'est important, c'est douloureux, puis ça mérite qu'on y accorde de l'importance, puis qu'on s'y penche, puis qu'on aille chercher de l'aide quand c'est problématique. Tu sais, tu nommais n'importe qui peut en souffrir. En fait, je regardais statistiquement, c'est dans des études qui se sont penchées sur ce fameux sentiment d'imposture,
70% de tous les êtres humains qui vont ressentir à un moment ou à un autre un sentiment d'imposteur dans leur vie ou dans un rôle ou dans un autre, comme tu as nommé les différents rôles tantôt, Vanessa. Et ça, c'est beaucoup de gens, ça. On est une méchante gang. Je me mets dans la gang parce qu'évidemment, j'ai ressenti le sentiment de l'imposteur dans plein de rôles. En fait, en préparation, là, je me disais, je vais écrire tous les rôles dans lesquels je me suis sentie à un moment ou à un autre très, très fort, imposteur. Et il n'y avait pas assez de lignes dans ma feuille. J'aurais pu me poser la question dans quel rôle je me suis jamais sentie imposteur. Je ne sais pas s'il y aurait eu des choses sur la ligne. C'est quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment fort. Je vais regarder un petit peu les commentaires. Je pense qu'il y en a eu plusieurs pendant qu'on a parlé. Il y a quelqu'un, Caroline, qui dit « Pour moi, c'est une sensation lourde, physique, qui s'installe dans ma poitrine et ça me fige sur place. » C'est fort. Elle nous dit aussi « Depuis que j'ai brisé le silence, depuis que mon secret est sorti de l'ombre, la honte ne me quitte plus, elle est devenue mon ombre. » Il y a Sébastien qui dit « J'ai eu le syndrome au début de mon cheminement, surtout en écoutant dans les groupes. Je me disais beaucoup que je ne méritais pas d'être là. » Merci, Sébastien, pour ton partage, parce que c'est un des rôles qu'on n'a pas nommé, mais c'est tellement vrai. Dans le cheminement pour se faire aider, se faire soigner, se faire traiter, puis particulièrement au sein des groupes, on peut ressentir le sentiment d'imposteur. On peut se dire l'une ou l'autre. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai rien vécu comparé à eux. Qu'est-ce que je fais ici? C'est tellement horrible ce que j'ai vécu, mais que je leur dise, ils vont tous fuir en courant. Donc, on peut, dans toutes les situations, se sentir vraiment imposteur dans le cheminement psychothérapique d'intervention. Catherine dit, à la base, je ne suis pas soumise et je me suis soumise à mes parents à 4 ans et à mon ancien conjoint violent. Est-ce que ça pourrait expliquer mon syndrome? Oui, ça pourrait en partie l'expliquer. Faudrait voir, parce que là, c'est complexe, hein, comme on a parlé, c'est profond, puis je ne sais pas évaluer personnellement. Mais clairement que quand on est obligé, là, surtout l'expérience avec nos parents, toutes petites, d'adopter une stratégie d'adaptation, donc là, par exemple, se soumettre parce qu'on n'a pas le choix, ça nous fait remettre en question notre place, notre rôle. On peut se sentir coupable de ça ou on peut se sentir moins que rien, par exemple, parce qu'on a manqué de sécurité, de validation. Donc, clairement, quand nos besoins affectifs, quels qu'ils soient, ont été très mal répondus durant notre développement, bien sûr que c'est un terreau fertile pour développer une estime de soi qui est fragilisée et donc possiblement un critique très élevé en conséquence. Ça peut être un beau réflexe, Véro, hein, quand ça s'active, le sentiment d'imposture, de se demander, d'aller connecter pour voir c'est quoi le besoin sous-jacent à ce moment-là. C'est peut-être pas exactement le même besoin à chaque fois. Hein, des fois, il peut y avoir des petites variantes, donc ça peut être une belle façon d'être en introspection, de prendre des notes pour dire, OK, à ce moment-là précis, quand mon sentiment d'imposture s'active, ben là, c'est le besoin de valorisation à ce moment-là précis. OK. Et là, après ça, il peut y avoir d'autres étapes hein, où on peut poser des actions qui vont aider à satisfaire le besoin, plutôt que d'aller vers des réflexes là, qui vont parfois nous faire tourner en rond. Mais c'est une étape vraiment importante là, d'aller voir qu'est-ce qui est là. Vraiment, c'est vraiment la posture de l'adulte sain ici parce que, puis je suis contente que Catherine ait nommé l'exemple de la soumission parce qu'on a nommé tantôt l'exemple du critique qui exige beaucoup de toi. Et donc, souvent, on va tomber dans la contre-attaque, puis on va être plus perfectionniste, puis on va en faire plus dans l'action, ou le détacher, donc notre partie plus évitement, mais la partie de la soumission, elle aussi. Puis ce qui est important, c'est que dans les 3 cas, ce sont des mécanismes de défense qui se mettent en place toutes seules, et ça va nous faire adopter toutes sortes de discours, d'actions, de choix qui souvent vont à l'encontre de nos besoins affectifs. Fait que la première posture de l'adulte sain, c'est de dire il se passe quelque chose. Donc, déjà, on arrête tout, il se passe quelque chose. Puis pour prendre un pas de recul, le fait d'écrire, de déposer sur le papier ce qui se passe justement à l'intérieur, que ça passe par les idées, les émotions, les comportements qu'on a eus, des sensations corporelles, ça nous permet déjà de prendre un recul. Donc, on est déjà plus dans une posture d'adulte sain. Puis là, en plus, ça peut être utile d'un point de vue thérapeutique d'apporter ce discours-là.
j'ai pratiqué ma présentation devant mon amie, puis quand elle a levé les sourcils ou quand elle a regardé à côté, je me suis dit, elle trouve ça nul, je suis vraiment pas bonne. Puis tout le long de la journée, j'ai eu mal au cœur. T'sais. Fait que là, d'avoir pris un pas de recul sur ce qui s'est passé au lieu de l'agir, que ce soit dans nos réflexes de fuite, capitulation ou contre-attaque, ben, ça nous permet déjà d'être plus en train de prendre soin, même si on ne fait rien de plus que se déposer. Fait que oui, tu fais bien de le nommer. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires sur lesquels tu souhaitais rebondir, Véro? Oui. Il y a Nat qui dit il y a le schéma qui embarque après, donc probablement qu'elle veut dire après, par exemple, imperfection ou échec, et c'est isolement social. Oui. Effectivement, ça peut être très intimement lié. Et en fait, je trouve ça bon qu'on parle de ça, l'isolement social, dans ce sentiment-là, parce que c'est quelque chose que j'ai répété plusieurs fois, puis ça se retrouve dans le syndrome de l'imposteur. C'est que ce soit la honte ou le critique, mais au final, ça revient à peu près au même, dans le sens que c'est le discours de notre critique qui nous fait ressentir de la honte. C'est un sentiment qui est très isolant. Ouais. C'est un sentiment qui nous aliène, qui nous garde dans notre tête à penser qu'il y a juste nous autres qui est comme ça, qui nous, en gros guillemets, rend fou, là, comme beaucoup de gens utilisent l'expression. Et en fait, il y a quelque chose qui est sous-jacent à ça, qui est comme, si j'en parle, ça va être encore pire. Parce que là, je vais exposer mon échec ou ma honte ou mon imperfection. Donc, je suis vraiment seule dans ça. Fait que c'est vrai que ça nous rend vraiment isolés. Puis si on a en plus le schéma de l'isolement social, ça peut être, un schéma peut être le déclencheur d'un autre schéma, hein. Effectivement. Puis il y a une autre personne, Isabelle, qui dit, on n'a pas nommé le schéma négativité. C'est vrai, le schéma qui s'appelle négativité-pessimisme pourrait être impliqué dans le sentiment d'imposteur. C'est un schéma qui dit, bon, watch out, parce que peu importe, il va arriver quelque chose de mauvais. Le ciel va nous tomber sur la tête, le monde est dangereux. Bon, c'est un schéma qui est en lien avec l'anxiété, mais qui peut nous faire sentir imposteurs, effectivement. JFA qui dit « J'ai une gêne à prendre la parole de peur de rendre inconfortable les autres du fait que je suis un homme. » Il faisait du pouce à ce que Sébastien nous disait tantôt par rapport au sentiment d'imposteur à l'intérieur de la thérapie. Puis c'est vrai que il y a des études qui se sont penchées sur ça, parce qu'on avait tendance à penser que c'était surtout les femmes qui ressentaient le sentiment de l'imposteur. Puis les études plus récentes nous démontrent que pas du tout, là. Il y a toutes sortes d'attentes sociales dans nos religions, dans nos cultures, dans nos éducations, qui sont là depuis des centaines, des milliers d'années et qui se perpétuent, notamment à travers les réseaux sociaux, même si ça a évolué, c'est encore là. Et il y a des rôles qu'on attend des gars, il y a des rôles qu'on attend des filles, et quand on sent qu'on n'est pas aligné puis qu'on n'est pas comme ça, ben ça peut nous faire sentir vraiment imposteurs, tu sais. Fait que les gars, je pense, le ressentent encore plus, puis un bon contexte serait de dire, justement, dans la thérapie ou dans les études, que 90% des gens qui sont là sont des femmes. Moi, je suis un homme. J'ai-tu ma place à parler? Est-ce que Nat qui dit, est-ce qu'on peut s'en libérer totalement? Ben, c'est une bonne question qui traduit la souffrance qui vient avec ça, finalement. Elsa, qu'est-ce que tu en dirais? Si on peut s'en libérer totalement. Mm-hmm. Tu me relances la question piège. Mais j'ai pas de réponse. J'aurais tendance à dire que avec le syndrome d'imposteur, considérant que c'est pas nécessairement un diagnostic, tu sais, quand on parle d'exemple de diagnostic, il peut y avoir comme on va dire un début, une fin. Tu sais, si on parle exemple d'un trouble anxieux, une phobie, exemple. Tu sais, il y a des critères spécifiques, il y a un début. C'est-à-dire qu'on peut avoir une phobie à 7 ans ou comme on peut avoir une phobie à 77 ans. Mais ça peut être, on peut intervenir, puis on peut comme avoir une diminution, puis même un arrêt total des symptômes.
Ici, dans le syndrome de l'imposteur, on dirait que c'est plus comme une attitude envers nous-mêmes. Si je reviens avec le fait que c'est dans notre construction identitaire, je pense que c'est un long processus d'aller creuser pour aller vraiment, aller un peu à la source. Puis j'aurais tendance à dire que c'est plus comme une manière de se parler à soi-même, puis de s'évaluer, comme Vanessa nommait tout à l'heure. Fait que c'est d'apprendre à s'évaluer différemment. Et là, je suis peut-être, non, je ne dirais pas pessimiste, mais j'aurais tendance à dire que on va toujours le ressentir, mais il faut apprendre à ne pas agir par rapport au syndrome d'imposteur. Mais c'est ça. Donc là, je ne sais pas si de votre côté, vous avez des études scientifiques qui démontrent l'inverse, mais ou des observations cliniques. Là. Mais là, ce que j'observe, c'est un ressenti qui peut se construire et se déconstruire, mais qui a tout le temps comme une petite essence. C'est de voir est-ce que j'agis par rapport à ça ou pas au quotidien. C'est ça. Oui, bien en fait, c'est une bonne question qu'elle pose, Nat, parce qu'en fait, je pense que quand on a une grande souffrance, puis on sait comment le sentiment de l'imposteur peut vraiment nous faire souffrir, nous paralyser, nous amener aussi à se torturer soi-même, à l'intérieur ou physiquement. Donc, on a envie de s'en défaire. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Moi, je pencherais dans le même sens que toi, Elsa, au sens où, je vais le définir en schéma-thérapie. Qui fait que tu te sens imposteur? Si on dit le sentiment d'imposteur, c'est se dire « j'ai pas ma place ici, je suis pas compétente, je suis pas à la hauteur ». C'est ton critique qui parle là. Quand on parle en schéma-thérapie, ça peut pas être quelqu'un d'autre, là, c'est vraiment clair, c'est le critique. Donc, ce qui peut changer, c'est pas que tu n'aies plus de critique. Tu sais, ça, je l'ai dit à répétition dans le programme, entre autres. On s'en débarrassera jamais au complet de ton critique. Par contre, se dire t'es défectueuse, t'as pas ta place, t'es pas à la hauteur, et agir en conséquence, ça, c'est l'action du critique. Est-ce qu'on peut en arriver à un point où le critique dit on dirait que si on se compare aux autres, on n'est pas si bon que ça, et que ça ressemble à ça, le wording, le phrasé que notre critique dirait, et qu'on ne l'agisse pas parce qu'on a un adulte sain assez fort, ben, ça serait probablement le plus proche qu'on pourrait arriver. Là, ça a l'air simple quand je l'ai dit de même, mais c'est un long travail identitaire puis de thérapeutique. Supposons qu'on se rend à ce niveau-là, ben on peut dire qu'effectivement, notre critique n'a pas disparu, mais il nous traite autrement. Donc là, est-ce qu'on pourrait dire qu'on a encore un sentiment d'imposteur? Non. T'sais, le réflexe est là, mais on ne le laisse pas nous parler ni agir en fonction de. Fait que je pense que c'est le meilleur qu'on peut attendre, mais que. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu nommes parce que ça. Bon, j'anime un atelier sur le critique, fait que c'est venu rejoindre un peu des choses que Nico et moi on nomme, qu'au final, dans le critique, on a besoin d'un peu de critique. Tu sais, c'est ça, il faut sortir du modèle tout ou rien, très diagnostique, justement, puis on est plus sur un spectre. Oui. Et on a besoin d'un peu de critique, on a besoin d'autocritique. Par contre, à un degré qui ne devient pas problématique, négatif ou nuisible à notre bien-être. Fait qu'il faut trouver l'utile dans le critique, puis conserver l'utile et se débarrasser du reste. Ne pas écouter le reste. Puis j'aurais tendance, avec ce que tu viens de dire, à dire que dans le syndrome d'imposteur, c'est un peu la même chose. C'est normal parfois de dire « Oh, j'ai un petit peu de culpabilité d'avoir fait telle chose » ou « Oh, je me sens, c'était peut-être contre mes valeurs d'avoir réagi de telle manière ». Par contre, ben, on garde ce qui est utile, puis le reste, c'est d'être capable, c'est ça, de ne pas agir, comme tu as dit, par rapport au reste. Je vais faire un autre petit parallèle, parce que ça m'a fait penser aux émotions aussi. Il y a beaucoup de personnes qui vont consulter parce qu'ils sont en colère, exemple. Et là, ils veulent plus être en colère. Mais il y a une partie de la colère qui est utile. Elle sert à quelque chose. Si tu te ressens en colère, c'est pas 100% parce que tu es une mauvaise personne. Exemple, ça serait la croyance associée. Donc, la colère sert fort probablement à identifier que tu as, je sais pas, tu te sens pas respecté, tu as une situation d'injustice, tu as besoin de t'affirmer, etc. Fait que dès qu'on comprend le besoin, on est capable d'aller identifier, ben, c'est quoi la partie de la colère qui est utile, puis le reste, on peut lâcher prise puis réguler son émotion. Fait que c'est de sortir justement dans ce que tu as nommé du tout ou rien de je vais bien si j'ai pu ce feeling-là, ou je ne vais pas bien si je ressens ça, mais d'aller plus dans une gradation, puis de dire,
qu'est-ce que ça m'apporte? Mhm. C'est pas toujours facile là, quand on souffre de dire qu'est-ce que ça m'apporte. Non, c'est difficile. C'est pour ça, souvent, ça prend de l'aide. Ça nous permet de sortir de notre tête puis de notre aliénation avec X, Y, Z. Là, ici, c'est le critique et le sentiment de l'imposteur. Mais faut être doux envers nous-mêmes. Puis quand je pense à ça, je pense toujours à toi, Vanessa, tu l'as nommé tantôt. C'est un peu comme mon critique pop, puis il dit. Puis là, ton adulte sain fait comme oui, on va s'auto-analyser, comment on peut devenir la meilleure version de nous-mêmes, mais pas en se flagellant, par exemple. Donc, on t'a entendu, merci critique, et ton rôle s'arrête ici. Je vais prendre le relais, puis on va le faire avec la douceur, puis aligné avec nos besoins. T'sais. Fait que oui, c'est utile, mais version 1% au lieu de 98%. T'sais. Nat a dit merci, Elsa. Oups, excuse-moi, Vanessa, vas-y. Moi, j'aime bien l'expression pour réfléchir à ça. Le critique est là au détriment de quoi d'autre? Puis quand on se met à penser au détriment de, ben là, c'est là qu'on voit tout ce qu'on sacrifie pour laisser toute la place à notre critique. Hein? C'est là que ça fait réfléchir, puis que ça nous amène à avoir une vision un petit peu plus globale de OK, oui, c'est correct de devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est correct de s'améliorer, d'avoir une introspection, de reconnaître nos erreurs, de suivre des formations. Mais là, est-ce que c'est au détriment d'un autre besoin fondamental en ce moment? Ça, cette question-là peut nous empêcher de se perdre justement dans notre sentiment d'imposture puis de nous garder quand même en équilibre parce que tous les besoins sont importants. Hein? S'améliorer, être compétent, ben oui, ça peut être une belle valeur puis ça peut être important, mais être fier de soi, s'aimer pour qui on est, pour nos qualités, pas juste pour nos performances concrètes. Donc, il y a plein d'autres aspects qui font que notre vie peut être équilibrée puis qu'on peut être bien puis épanoui. Donc, au détriment de quoi? Ça peut être une belle piste de réflexion pour voir est-ce qu'il y a besoin d'être contenu un petit peu plus, mon critique? Est-ce que je le prends trop au sérieux? Hein? Est-ce que j'y accorde trop d'importance? Donc, on veut y accorder la juste importance et que, bien sûr, les actions qui découlent soient constructives. Donc, on veut canaliser tout ça, prendre les infos qu'il y a à nous amener. Des fois, ben, il peut nous montrer un petit décalage entre le soi idéal puis le soi réel, hein, puis dire hey, j'aimerais ça être meilleur là-dedans ou j'aimerais ça développer plus telle qualité. Puis là, OK, ben on peut le prendre, le message, puis dire ben oui, je vais m'améliorer là-dedans. Puis là, ben, on fait des actions constructives qui ne sont pas au détriment de plein d'autres besoins fondamentaux, pas au détriment de nos relations, de la qualité et de la stabilité dans nos relations. Donc, vraiment, d'avoir une vision globale d'équilibre. 100%. Puis c'est pour ça que je trouve c'est contre-intuitif parce que l'objectif, c'est celui que tu as nommé. Puis un des exercices qu'on fait faire en schémothérapie, ben, vous savez, les filles, là, vous en avez entendu parler plein de fois, mais c'est d'avoir un cahier qui est... Je vais en prendre un exemple. Un cahier qui est juste pour notre critique et lui laisser l'espace pour écrire ici, mais l'arrêter ensuite. Donc, c'est contre-intuitif parce que tu dis, je veux donner moins de place, moins d'importance à mon critique. Donc là, je ne vais pas passer une demi-heure à écrire ce qu'il dit. Oui, mais attends un peu. Combien de minutes par jour il parle dans ta tête, ton critique? Puis des fois, on s'en rend compte, puis d'autres fois, non. Mais quand on commence à faire le travail, puis je me rappelle de plein de patients avec qui j'ai travaillé qui me disent, c'est moi où il parle comme tout le temps. Fait que oui, c'est ça l'affaire. C'est que souvent, quand on a un critique qui est très élevé, assez pour nous faire violence puis ressentir un sentiment d'imposteur, souvent, il est là comme all the time. Fait que l'idée de le confiner dans un cahier, c'est de dire, voici l'espace que je t'accorde maintenant. Tu peux déposer tout ce que tu veux, même avec un langage gras, on va dire comme ça, mais juste ici. Le reste du temps, tu t'en vas dans ma bibliothèque, tu t'en vas dans le coffre-fort, tu t'en vas dans où tu veux. Ça peut être intéressant de le mettre dans un endroit symbolique, le garde-robe. Et tu ne parles plus, tu n'as plus de place. Fait que ça, c'est un bel exercice pour commencer. Parce que des fois, les gens vont dire, ben, j'aimerais ça que mon adulte sain l'arrête ou que je m'évalue avec plus de douceur, plus de justesse, plus de recul. Même pas plus doux ou positif, mais juste plus neutre. Mais il parle tellement fort. Fait OK, bon, on va l'écouter. Mais quand on a fini puis qu'on ferme le cahier, par exemple, c'est fini. Il n'y a plus le droit. Fait que c'est dur au début, par exemple, à faire, honnêtement. Là, mais... C'est l'étape de la validation, d'une certaine façon. Hein? On accueille, on écoute, on comprend le message qui est là. On n'est pas dans une posture de refoulement ou de vouloir que ça disparaisse. On fait OK, il y a quelque chose à dire, on va l'écouter. C'est quoi? Et après ça, on choisit de donner un certain degré d'importance.
mais il y a cette première étape-là d'accueil et de validation qui est super importante. Exact. Puis là, c'est tellement important ce que tu dis là, c'est parce que c'est ça qu'il faut que vous compreniez, tout le monde, je suis investie d'une mission. Le critique, là, la première fois, puis tiens, je vais lancer la question. Pouvez-vous, sans décrire la scène là, dans le chat, mais pouvez-vous identifier c'est quand la première fois qu'il s'est pointé le nez dans votre vie d'enfant? OK? C'est toujours dans l'enfance. Le critique, quand il s'est développé au début, là, il s'est vraiment développé pour te sauver, pour te protéger. Puis la plupart du temps, en plus, c'est ça qui fait qu'il a gagné autant d'importance, il a réussi. Fait que défaire ça comme conditionnement, je suis la meilleure version de moi-même à cause que je me traite comme ça, c'est dur de défaire ça toute seule. Nat a dit oui à 4 ans. Puis souvent, là, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est des moments clés où on a des besoins vraiment particuliers. Puis des fois, c'est plus difficile pour les parents, par exemple, de nous laisser développer notre identité, refuser, nous mettre des limites alors qu'on est insistant ou peu importe, là, c'est difficile pour les parents parfois de répondre à nos besoins affectifs et ce sont des moments clés pour le développement de nos schémas et puis de nos modes. Là. Fait que ouais, il a servi. À 4 ans aussi, Catherine a dit. Sébastien dit toujours été là. Vous rappelez-vous, vous autres, les filles? J'ai pas de situation précise qui me vienne sur ma petite enfance, mais oui, depuis aussi loin que je peux me souvenir, je pense que l'école forge beaucoup ça aussi, la comparaison, hein, puis la performance. Donc, c'est les étapes où, même la garderie, je pense que j'ai des petits souvenirs de bricolage, où on veut bien faire, être bon comme les autres. Donc, tous les contextes sociaux sont propices à ça, vraiment du critique. Moi, j'aurais tendance à dire petite enfance. Je pense qu'au départ, ça, bon, la source de tout est toujours l'environnement parental. Donc, j'aurais tendance à dire, sûrement dès la naissance aussi, mais de mon côté avec ma famille. Mais je pense que ça l'a beaucoup empiré fin du primaire. Donc, de mon côté, j'ai vécu un changement d'école qui en soi n'est pas nécessairement dramatique, mais le changement d'école, il y a un changement de culture scolaire qui a fait en sorte que, là, c'est parti, là, de changer totalement d'environnement, les liens d'attachement avec les professeurs, avec les autres élèves. Fait que je pense que c'est là que ça l'a vraiment plus frappé. Oui. Ben, puis la fin du primaire, c'est un moment clé aussi au niveau du développement identitaire en lien avec les relations sociales. Donc, un changement d'école vers la fin du primaire, c'est particulièrement difficile parce que c'est là que tu commences à comprendre. Par exemple, j'ai évalué beaucoup de petites filles qui avaient un trouble du spectre de l'autisme qui s'en rendaient pas compte à 5 ans, 6 ans, 7 ans, le décalage avec les autres. Puis là, vers 9, 10, 11 ans, là où il faut commencer à se faire des amis puis intégrer un cercle social et qu'on commence à sentir un décalage. Fait que là, je nomme l'autisme, mais ça peut être par exemple un déménagement ou ça peut être toutes sortes de choses qui arrivent. Et là, tu vas sentir vraiment un gros décalage. Là, tu t'en vas au secondaire d'un point de vue de survie de l'humanité. Il faut que tu t'intègres à des groupes. Tu quittes graduellement d'être collé sur ta famille, puis tu t'en vas vers plus les relations sociales, les amitiés. Fait que quand il y a un décalage, ça fait mal aux critiques. Mais tu as nommé Vanessa aussi, 4-5 ans. Il y en a beaucoup. Je vais lire les commentaires après parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Merci de partager, les amis. Moi, dans mon bureau, je ne sais pas si tu as vu ça aussi, Elsa, j'ai vu des petits cocos, des petites cocottes de 4-5 ans. Puis dans le jeu libre, dont notamment le dessin ou des constructions, voir l'enfant se fâcher très fort contre lui-même, à quel point son dessin est laid ou sa construction est mauvaise. Et là, tu vois, parce que c'est très brut dans un enfant de 4-5 ans, c'est pas poli, il n'y a pas de masque, c'est très authentique. Tu vois un critique très fort, puis c'est dans notre posture d'observatrice et psychologue qu'on évalue des enfants, c'est triste, parce que tu te dis, oh, mon Dieu, ils se parlent déjà comme ça il y a 4 ans, tu sais. Puis il y a beaucoup de gens qui ont parlé de leurs parents, puis tu as parlé aussi de ta famille, je vais parler de la mienne aussi. Nos parents, des fois, ne sont pas nécessairement si critiques que ça envers nous. Ça peut être le cas, ils peuvent être très durs, très critiques envers nous.
Mais des fois, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais notre père ou notre mère, nos donneurs de soins, sont très critiques l'un envers l'autre dans le couple ou envers eux-mêmes devant nous. Et ils ont beau faire tout pour augmenter notre estime, puis pas nous critiquer, puis faire attention, mais on est comme on est. On vient au monde presque une carte vierge, puis on observe la seule chose qu'on a devant nous. Donc, bien sûr qu'on va coller beaucoup à ce modèle-là. Ça nous forge tout petit. Donc, oui, 4-5 ans, où il y en a des gens qui disaient depuis le ventre de ma mère. Il y a eu beaucoup de commentaires. Toujours été là, toujours été là. Oui, j'allais dire ce que je rajoutais sur ce que tu viens de nommer. Ça m'est arrivé souvent dans ma pratique clinique d'avoir des personnes qui consultent puis qui me disent que leurs parents étaient parfaits. Même pas dans le sens négatif, là, dans le sens que le problème vient pas de leurs parents. Mon parent m'a pas abusé, mon parent m'a pas... il m'a même pas genre critiqué ouvertement. Mais souvent, dans ce discours-là, on explore, oh, c'est quoi ta vision de tes parents? Parce que si les parents sont parfaits, c'est sûr que nous, comme enfants, on se situe en bas de parfait. Là, Puis notre modèle à suivre devient la perfection. Puis là, ben, déjà, ça se reflète chez les jeunes enfants. Puis après ça, quand les enfants grandissent, puis que ça devient eux-mêmes des adultes ou des parents, ben après ça, ben, le modèle est comme la perfection à atteindre. Fait que même des fois, ça arrive que c'est ça. C'est des modèles comme inatteignables qui font en sorte que l'enfant va intérioriser qu'il n'en fait jamais assez, puis ou qu'il doit atteindre ce modèle-là. Vraiment. Puis après, on peut se poser la question aussi, même si la personne, le parent, mettons, dans cette posture-là que tu décris, n'est pas nécessairement ouvertement critique envers lui devant l'enfant, comment il s'est rendu à être aussi parfait? Donc, à quelque part, c'est peut-être caché son critique, mais il est là quelque part. On pourrait être surprise de voir à quel point les enfants sont sensibles à ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qui se passe à l'intérieur de nous comme adultes à côté d'eux, que tu as beau tout faire pour essayer de cacher, ils le ressentent pareil. Fait qu'un parent qui est si parfait, donc on va prendre un exemple, une femme qui est maman, qui est chirurgienne réputée, puis qui a réussi sa carrière, puis elle est parfaite, puis elle fait du bénévolat, puis elle est approuvée. Bon, peut-être elle est parfaite sur papier, mais comment est-ce qu'elle s'est rendue là, donc? Certainement pas sans critique, on va se le dire. T'sais. Donc, il y a quelque chose aussi qui est ressenti, en plus de créer un décalage avec l'enfant. Comme tu as dit, c'est intéressant. Si je vois mon parent comme parfait, puis qui est ici, ben je peux juste être quelque part en dessous. Là. Il y a comme, c'est impossible que je sois là, moi aussi. T'sais. Fait que... Ça amène des beaux liens, Véro, avec justement le sentiment d'imposture, puis vouloir avoir l'air parfait et cacher nos défaillances aux yeux des autres dans le social, et parfois au détriment de notre authenticité, justement. Ça peut amener des incohérences ou un sentiment de ne pas être soi-même, parce qu'on se comporte d'une certaine façon, on a un masque, puis à l'intérieur de soi, il se passe autre chose. Et toute cette notion d'authenticité-là, je la trouve vraiment intéressante par rapport à cette posture-là d'imposteur. Et je la vois comme un filon qui peut aider à se réconcilier finalement avec qui on est dans une certaine mesure. Bien sûr, hein, on ne peut pas être authentique 100% livre ouvert dans tous les contextes. Hein, il y a des paramètres à respecter. Mais ça peut enlever tout un poids là, de juste nommer que tel aspect de notre pratique professionnelle, ben, si on est moins à l'aise avec tel aspect, puis plus à l'aise avec tel autre aspect, ouf, c'est nommé, là, on n'a plus besoin de faire semblant, on n'a plus besoin d'essayer de prouver ou que ça ne paraisse pas, on l'a juste nommé, et voilà, un poids de moins. Il y a peut-être plein de moments dans notre vie où on gagnerait à être un petit peu plus authentique ou juste mentionner dans quoi qu'on se sent moins bon, moins compétent, ou qu'on a besoin d'aller chercher un petit peu plus de formation, puis sans que ce soit quelque chose d'auto-dénigrant, mais juste une analyse factuelle de nos forces, nos faiblesses, dans le champ de la biochimie, ben, je suis plus à l'aise avec ce filon-là, puis moins à l'aise avec ce filon-là. Puis ça ne fait pas de nous une personne de moins grande valeur, ça fait juste de nous une personne qui est plus à l'aise avec tel champ de la biochimie, point. Puis là, on n'a plus besoin de le cacher. Donc, toute l'authenticité, là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très libérateur qui peut être mobilisé là, par rapport à cet aspect. Oui, puis c'est important dans notre processus qu'on fait, que ce soit dans notre enfance, notre développement, puis tout ça, ou ensuite dans notre travail thérapeutique, donc avec notre psy, avec notre travailleur social, puis tout ça, que la personne qui est face à nous nous serve de role model, d'exemple à suivre. Puis c'est pour ça que assez rapidement, parce que
dans les rôles que j'ai écrits là, sur ma feuille, où est-ce que je me sens imposteur, bien sûr que quand j'ai commencé mon rôle de psychologue, je me sentais vraiment imposteur. Puis une des stratégies que j'ai adoptées un peu naturellement, intuitivement, c'est de dire, écoute, là, je commence à pratiquer cette approche-là. Je la connais pas par cœur. Des fois, je vais regarder mes notes. Des fois, je vais douter. Des fois, je vais me tromper. Et ça, c'est très sécurisant. Moi, j'ai remarqué une sécurité de laisser tomber justement le masque, la perfection. Ça m'a enlevé la pression d'atteindre cette perfection-là. Mais en plus, ça a servi de modèle inspirant pour la personne qui était assise face à moi, qui se disait, ah, même ma psy n'est pas parfaite. Donc, en tout cas, ici, j'ai pas besoin d'être parfaite. Tu sais. Je pense que ça, c'est important. Tu sais. Il y a des très grands savants dans l'histoire, des très grands penseurs qui ont mis ça de l'avant, le concept où plus on apprend sur un sujet, plus on se rend compte qu'il nous en reste à apprendre. Mais puis ça, notre critique, quand il est très fort puis qu'on a le syndrome de l'imposteur, il y a comme une croyance qui est tellement... C'est drôle parce que en thérapie, je me suis tellement fait souvent dire, sûrement que vous avez entendu ça aussi dans vos bureaux, les filles, « Ah, c'est mon rationnel qui parle. » Puis là, quand on regarde, qu'est-ce qu'il dit, ce rationnel-là, déjà? Parce que c'est pas un des personnages en schémothérapie, tu sais. C'est le critique qui parle. Puis là, quand on analyse avec les preuves démontrables hors de tout doute, c'est pas vrai pantoute, tu sais. Fait qu'entre autres, une des idées pas vraies pantoute que notre critique a dans le syndrome de l'imposteur, c'est « Je dois savoir, faire et être parfaitement, sans avoir passé le processus d'échec et d'apprentissage. » Attends un peu, comment on va faire ça? Il n'y a rien de plus irréaliste au monde. Je donne souvent l'exemple, je te dis, Vanessa, demain matin, c'est toi qui répare mon moteur de char et Elsa, je me fais construire une nouvelle maison, c'est toi qui fais les plans d'architecte de ma maison. Génial. Il n'y a aucune des deux qui allait être gênée de me dire, voyons, Véro, je ne peux pas te réparer ton moteur ou te construire une maison, je n'ai jamais appris ça. Tu sais, ça, c'est correct. Tu sais. Mais quand on tombe dans tout ce qui touche le émotionnel et le relationnel, là, le critique s'en mêle et tu devrais savoir être et faire parfaitement sans jamais rien avoir appris. Tu sais. Et ça, c'est une mentalité qui est très forte. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné dans le chat en ce moment qui ont parlé de l'école. Fait que tu as nommé cet espace-là où est-ce que ça peut s'écrouler, là, justement, puis notre critique rentre en ligne de compte. Donc, des gens, moi, ma mère m'a fait redoubler, je pense que c'est arrivé là. Moi, ma mère, où on m'a dit que je devrais échouer, que je devrais redoubler. En maternelle, j'étais pas au même niveau que les autres. Donc, vraiment, une comparaison aux autres dans un milieu de performance où on est évalué. Puis ça, c'est quelque chose qui revient dans les définitions du syndrome de l'imposteur. Les milieux où on est évalué, c'est sûr que la pression est là pour performer puis réussir. Et que donc, si tu as un gros critique puis que tu ne performes pas ou tu ne réussis pas, ça risque de faire mal. Hein? Et les gens qui font des prises de conscience pendant qu'on parle, c'est le fun. Catherine, bonne journée à toi. Elle doit quitter maintenant, mais elle va écouter le reste en rediffusion. Caroline a dit tellement ça avec des bonhommes de main. Vous êtes tellement intéressante. Wow, merci de ce partage. Merci, Claudia. Je suis nerveuse un peu parce que j'ai le goût de vous partager une histoire, mais c'est quelque chose qui me touche personnellement, donc je suis comme nerveuse, puis c'est pas écrit, c'est pas préparé. Mais je me lance. Donc, je vais vous raconter l'histoire de mon parcours, comment j'ai pu devenir psychologue. Donc, moi, la plupart d'entre vous le savez, j'ai un TDAH. Et un TDAH, quand on a un TDAH, pas toujours, mais la plupart du temps, le format d'apprentissage un peu utilisé, exemple à l'université ou même au primaire, au secondaire, qui consiste à apprendre une certaine quantité de matière par cœur et à la recracher dans un examen de mi-session ou de fin de session, c'est un format qui est beaucoup utilisé et qui n'est pas très fonctionnel avec quelqu'un qui a un cerveau qui a un TDAH. Qui plus est, avec le cortex préfrontal, dans un contexte de temps limité. Fait que là, tu as 2 heures pour recracher tout ce que tu as appris par cœur. Fait que quand j'avais 30 ans, j'avais la conviction profonde que je pouvais devenir psychologue, puis que je pouvais même devenir une bonne psychologue. Et j'ai décidé de retourner aux études. Bien, il fallait que je passe par le baccalauréat. Donc,
Je suis rentrée au baccalauréat qui est constitué en psychologie de 30 cours en psychologie, qui ont tous à peu près le même format, donc très, très peu de travaux, vraiment, vraiment, t'apprends par cœur, tu lis, t'écoutes, puis ensuite, tu recraches tout ça dans un examen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai fait en accéléré, là. Je ne suis pas capable de faire les choses au ralenti. Ben, oui, je suis de plus en plus capable de le faire, mais bon. En 2 ans et quart, j'ai fait mon baccalauréat, mais c'était très difficile pour moi. J'étudiais, j'avais justement un grand syndrome de l'imposteur, j'avais pas été au cégep en sciences humaines, j'étais arrivée direct à l'université et j'avais l'impression d'être... Mon critique était très dur. T'es pas bonne, check, tu réussis pas bien des examens, t'es pas capable. Donc, j'étudiais, là, des fois, les filles, là, j'étudiais jusqu'à 3 heures du matin en m'endormant la face dans mes livres. Je relisais tout, 3-4 fois. Je réécrivais tout ce que mes profs disaient. Comme, pour vrai, là, j'essayais fort. Mais quand j'arrivais dans les examens, c'était vraiment, vraiment difficile. Et donc, je ne réussissais pas comme certains de mes collègues ou comme j'aurais dû réussir avec les quantités d'efforts que je mettais à 95 % ou à 100 %. J'ai donc terminé mon baccalauréat avec une moyenne de 3,8. Okay? Pour remettre les gens en contexte, la moyenne, elle est sur 4,3. Et quand on applique au doctorat, on est des milliers à faire le baccalauréat, puis il y aura seulement quelques dizaines de personnes qui vont être prises au doctorat parce que tu dois présenter ton dossier scolaire, présenter des lettres de recommandation, des travaux et ton CV, ta personnalité. Puis là, tu dois trouver un prof qui va choisir de te prendre au doctorat. Il va te prendre sous son aile puis il va superviser ta thèse. Quand on applique au doctorat, le minimum, c'est d'avoir 3,7. Okay? Moi, j'avais 3,8. Puis pour vous mettre en contexte, 3,8, c'est vraiment pas nul. Ça représente 88 % de moyenne. Donc, pour quelqu'un qui avait de la misère à performer comme ça dans les examens, maintenant, je m'en rends compte, c'est extraordinaire que j'avais 88 % de moyenne. Je l'avais travaillé fort. Mais quand on se met en comparaison avec le monde académique, surtout à des niveaux supérieurs, donc au doctorat, mon critique, en tout cas, il disait, c'est de la merde. T'appliques même pas. Parce que c'est les 4,1 puis les 4,2 de ce monde qui vont être pris, là, des gens qui ont 97 % de moyenne. Donc, t'appliqueras pas. Qui te prend dessus pour juste y penser? Mais j'avais la conviction profonde à l'intérieur de moi que je pouvais être psychologue puis que je pouvais être vraiment une bonne psychologue. En tout cas, je voulais vraiment, puis ça m'intéressait vraiment. Mais mon syndrome de l'imposteur était tellement fort, tellement fort, le discours de mon critique, que rendu en septembre, octobre, quand c'est le temps de convoiter des profs, les contacter, puis peut-être aller en entrevue avec eux, j'ai même pas appliqué. J'ai pas envoyé mon dossier. Je me disais, ça sert à rien, tu seras jamais, t'es pas assez bonne, t'as pas un bon dossier. J'avais un langage bien pire que ça, en fait. Je vous épargne parce qu'aujourd'hui, je trouve que ça n'a plus de sens de me parler comme ça, mais... Puis là, pendant ce temps-là, moi, mon papa était malade. En fait, mon père est tombé très malade quand j'avais l'âge de 11 ans. Il avait une maladie neurodégénérative. Puis quand j'étais rendue à la fin de mon baccalauréat, j'étais rendue à 34 ans, je crois, lui était rendu sur sa fin de vie. T'sais. Fait que dans les dernières semaines, les derniers jours de sa vie, j'allais le voir plus souvent, évidemment, à l'hôpital. Puis... La dernière chose que mon père m'a dite de toute sa vie, c'est la dernière fois que j'étais allée le voir, il m'a fait me pencher tout proche de lui, puis il m'a dit « J'ai assez hâte de t'appeler docteur ». Puis ça, là, ça m'a tellement, mais tellement touchée. Mon père ne savait pas tous les détails de comment c'est dur de rentrer au doctorat, mais il n'y avait aucun doute que je pouvais, que je devais et que j'allais devenir docteur en psychologie, qu'après ce moment, qui est un moment tellement fort pour moi dans ma vie, j'avais plus le choix d'appliquer. Fait que j'ai appliqué là, à la toute dernière seconde, parce que mon papa il est décédé le 14 décembre, puis les entrevues sont pratiquement toutes terminées à ce moment-là. Bien, imaginez-vous donc qu'il n'y a pas un prof qui a été intéressé, mais 2 profs. Puis j'ai fait plein d'entrevues, puis on connaît le reste de l'histoire. Mais je vous raconte ça parce que je pense que c'est important quand on a un critique puis un syndrome de l'imposteur qui nous paralyse puis qui nous empêche de faire qui on est vraiment, de faire ce qu'on veut vraiment, de percer, puis de persévérer, dans le fond, à travers de ça pour révéler d'autres parties de soi puis pas s'arrêter à ça, finalement.
Wow, Véro, merci pour ce beau message touchant. Merci de ta confiance. Puis ce que je trouve vraiment touchant dans ce que tu as dit, Véro, c'est à quel point notre perception de nous-mêmes, on s'imagine que les autres nous voient comme ça, alors que les autres ne nous voient pas nécessairement comme ça, comme l'exemple avec ton père, lui, il voyait tout ton potentiel, il voyait toutes tes belles qualités, alors que toi-même, tu te voyais limité, tu voyais le négatif ou les portes fermées, alors que comment nous, on se voit, c'est pas comme ça que l'entourage nous voit, c'est pas comme ça que l'environnement nous voit. Il y a souvent un très gros décalage et on peut nous-mêmes se fermer des portes. Hein? Et ça aurait été tellement dommage, imagine-tu si tu n'avais pas envoyé ta demande. Donc, des fois, ça se peut que ce soit la vie qui nous ferme des portes, puis bon, on fait nos étapes, on accepte, on peut réessayer aussi, on peut se reconstruire là-dedans, puis essayer d'autres angles. Mais pourquoi nous-mêmes se fermer des portes? Hein, juste par nos croyances. Quel dommage. Donc, c'est vraiment un beau témoignage, Véro. Merci d'avoir partagé ça. Merci, Vanessa. Ouais, c'est challengeant pour moi de raconter ça parce que c'est une histoire qui est vraie, c'est mon histoire. C'est une histoire qui est vraiment touchante aussi, c'est quand même pas peu dire. Là. C'est les derniers mots qu'il m'a dit de ma vie. Fait que je peux te dire que quand je l'ai eu, j'avais 40, quand j'ai eu mon doctorat. Puis j'ai envoyé un message. J'ai dit, là, tu peux m'appeler docteur. J'étais très, très fière de moi. Mais effectivement, ce que tu as dit, c'est tellement vrai. Notre critique, puis la perception qu'il a de nous est tellement 100 fois plus négative que ce que les autres pensent de nous. C'est incroyable souvent, le décalage entre ce que notre critique pense puis nous dit, puis ce que les autres pensent vraiment. Puis ça, c'est un réflexe un peu normal, humain. C'est quand il a commencé à se développer, quand on était petit, il s'est dit, si j'ai dit pire, elle va se protéger. Elle va devenir la meilleure version d'elle-même. Jamais personne ne pourra nous dire quelque chose de pire que ce que je vais te dire moi-même. Un peu comme en prévention. Mais ça peut être tellement paralysant. Et moi, je te le dis, là, je m'en allais pas appliquer du tout. Je l'avais pas fait. D'habitude, je t'attends pour ces affaires-là. Puis je suis arrivée en décembre. Je n'en revenais pas que des profs étaient prêts à me rencontrer. Puis quand je suis arrivée à la fin du processus, les 3 directeurs là, qui font que tu rentres ou pas, là, ils m'ont dit, bon, ben les 2 profs, lequel tu choisis? Fait que c'est moi qui ai choisi parce que les 2 profs... Tu sais qu'il y a eu une leçon d'humilité, cette fois. Oui, exact. Mais oui, puis quand on le vit comme ça, là, c'est une belle histoire de succès, je vous raconte, mais ce que tu as dit tantôt, Vanessa, c'est super important parce que des fois, c'est des échecs qu'on va vivre, mais les échecs sont super importants parce que si on arrive à le faire avec douceur et pas dans notre critique puis notre syndrome de l'imposteur, puis se demander qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, où est-ce que je me suis trompée, parfait, j'apprends, puis je me relève et je réessaye, ça peut nous amener tellement plus loin. Mais si on est paralysé par le langage du critique, par ce qu'on définit comme l'échec, comme tu as dit tantôt, ça va nous empêcher tellement de belles opportunités. En fait, c'est triste. Moi, je suis triste quand je vous raconte ça, parce que je me dis, imagine, je m'en allais passer à côté de ma vie. Littéralement. Il y a eu plein de beaux commentaires dans le chat. Vous êtes tellement gentils. Merci beaucoup. J'ai réussi à ne pas pleurer. Souvent, quand je raconte cette histoire-là, je pleure. Mais là, je pense que je voulais pas pleurer, mais ça n'aurait pas été grave non plus. Il y a une personne qui dit, Claudia a dit, je remercie à l'infini ton papa de t'avoir mentionné ce message parce que c'est nous qui en profitons. Merci, Dr. Véro. Merci. Il y a plein de beaux messages. Vous êtes tellement gentils. Merci, Sébastien. J'ai soif. OK, je lance une couple de questions. Ah oui, tu sais, tantôt, on a dit, dans la boucle du syndrome de l'imposteur, souvent, on va dire, bon, j'ai échoué, voici la preuve que X, Y, Z, là, que je suis nulle, que je suis pas capable, que je suis un imposteur, justement. Mais quand je réussis, il va me dire, ben oui, c'est une question de chance, ou c'est parce que les autres sont gentils, ou c'est parce qu'ils ne savent pas vraiment, ou bon, peu importe. Fait que j'ai le goût de vous poser cette question-là à tout le monde. Quand tu réussis quelque chose, là, si ça te parle, le syndrome de l'imposteur, quelle est ton explication automatique?
Est-ce que tu dis j'ai eu de la chance ou c'est parce qu'ils ne savaient pas ou parce qu'ils sont trop gentils ou juste parce que j'ai travaillé trop, il faut travailler vraiment fort pour y arriver? Qu'est-ce que tu dis quand tu réussis? Comment ton critique explique ça? Comment qu'on attribue nos succès? Est-ce que c'est des facteurs internes ou externes? Mm-hmm. Puis, ça peut être sur un continuum aussi, hein? Ça peut être un peu des deux. Exact, oui. Oui, Nat a dit, ça dit je suis chanceuse. Ou encore, Sylvie qui dit c'est parce que c'était facile. C'est vrai, je l'ai entendu. Donc, comme attribuer ça à la chance uniquement. Oui. Toujours des facteurs externes, Rox a dit, pour répondre à ta question. Donc, autrement dit, c'est pas grâce à toi. C'est ça. C'est la chance, le hasard, peu importe. Ou comme tantôt tu disais, c'est grâce à moi, mais parce que j'ai fait 3 fois plus d'efforts que tout le monde. Mm-hmm. Pas parce que j'ai les compétences ou le potentiel ou les capacités, ou vraiment parce que j'en ai fait beaucoup plus que les autres. Ouais. Et donc, ça vient confirmer notre fameuse stratégie. Parce que supposons que tu as le schéma de l'imperfection honte, tu peux adopter des schémas conditionnels. Donc, puis ça, je pense que vous l'avez, les filles, vous autres aussi, en tout cas, moi, je l'ai. C'est le fameux schéma exigence élevée, critique excessive. Et ça, c'est un schéma conditionnel. On va le mettre par-dessus, par exemple, imperfection honte. Puis on va se dire, ben, regarde, je suis foncièrement défectueuse, là, puis il ne faut pas que personne s'en rende compte. Mais si je travaille vraiment très, très, très fort, puis je donne tout à tout le monde, puis je suis hyper performante, ça apparaîtra pas. Puis donc, ça, c'est un schéma qui est extrêmement présent dans le syndrome de l'imposteur. La chance où ça devrait être facile. Il y a aussi, puis ça, j'ai fait ça pendant longtemps, je ne sais pas si vous avez fait ça aussi, les filles, et les gens à la maison, bien sûr. Réussir, l'attribuer à des facteurs externes, par exemple, ou à toi, mais que tu as travaillé vraiment fort, donc ça démontre qu'il faut que tu continues de travailler fort, et ne pas célébrer ou souligner tes succès. Même pas t'arrêter 5 minutes. Puis réagir avec une froideur ou une fermeture si quelqu'un nous complimente en plus. Oui. Ah oui, ça, j'ai fait ça pendant longtemps. Maintenant, je continue de travailler sur ça. Hein. Je suis imparfaite comme nous tous. Puis, il faut que je me force un peu. Là. OK, on arrête, on joue, on prend un bon resto, on se félicite, on prend le temps de savourer. Nat, il dit totalement aucune satisfaction ou fierté. C'est triste parce qu'en plus, on s'est flagellé pour se rendre là en travaillant 3 fois plus fort que tout le monde. Si au moins on pouvait prendre un moment pour célébrer puis être heureux, tu sais. Mais non. Incapable d'accepter un compliment, Nathalie a dit. Claudia a dit « J'ai pleuré pour toi ». Merci. Oli aussi, elle avait dit ça. C'est pour ça, il y en a, en fait, la plupart des gens qui commentent à travailler avec nous dans la thérapie évolution, travaillent sur leur critique, entre autres. Puis, dès le début du programme, c'est quelque chose que j'invite les gens à faire. Quel est ton objectif? On a un objectif ou deux. Quand est-ce qu'on va mesurer si tu es en train de l'atteindre? Puis, qu'est-ce qu'on va faire pour célébrer ton cheminement dans 6 mois, dans 12 mois? Sébastien dit « La peinture m'a beaucoup aidé. Mon prof m'avait encouragé à participer à un concours et j'ai fini 3e. Ça m'a rempli de fierté. Bravo, Sébastien. » Puis ça fait partie aussi des choses qu'on peut faire. Il y a une thérapie que j'étudie beaucoup en ce moment. Je vais vous en reparler quand je vais la connaître mieux, mais ça s'appelle la thérapie de la cohérence. Puis le principe dans la thérapie de la cohérence, je t'en ai parlé un peu, je pense, Elsa, hein? Oui. C'est d'amener une expérience ressentie contradictoire, en juxtaposition avec un schéma que tu as. Fait que supposons qu'on revient à notre fameux schéma l'imperfection honte, qui dit « je suis foncièrement mauvaise, je ne réussis pas, je suis nulle, etc. » Quand on va vivre une expérience qui démontre le contraire, parfois ça va faire un décalage qui va nous faire prendre conscience. Et je dis parfois parce que c'est loin d'être un automatisme. On l'a vu, puis vous l'avez vu vous autres aussi, puis je l'ai vu, puis je l'ai vécu aussi comme personnellement. Tu as un syndrome de l'imposteur, tu vis plein de succès, puis c'est pas assez pour te faire la preuve qu'effectivement. Mais des fois, il y a des expériences
qui nous marquent, puis ça fait un bout de chemin pour changer un peu ces schémas-là. Tu sais. Le mot expérience est vraiment important parce qu'au lieu d'aller vers échec et succès, pourquoi on ne parlerait pas d'expérience? D'expériences dans lesquelles on chemine, dans lesquelles on apprend, dans lesquelles on vit des émotions belles, dans lesquelles on vit parfois des émotions un peu souffrantes. Mais c'est des expériences, si on est plus neutre dans notre façon de voir les choses, moins polarisées, c'est toutes des expériences qui vont nous amener quelque chose, même si on a l'impression qu'on n'a pas réussi selon quels critères en passant, ceux de notre critique, ceux de la société, mais même si on considère qu'on n'a pas réussi, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un apprentissage qui s'est fait, il y a des connexions humaines qui se sont peut-être faites. On s'est rapproché peut-être de notre objectif, de notre but, on a peut-être clarifié des priorités. Il s'est passé quelque chose. Donc, on ne peut pas tout gaspiller l'expérience parce que tel résultat n'a pas exactement été atteint selon mon critique. Nathalie, adore ton explication aussi. J'aime beaucoup l'expérience. Ça fait très scientifique. Hein? Le scientifique qui fait une expérience, il n'échoue pas ou il ne réussit pas. Non. Il fait ceci, puis ensuite, il observe ce qui se produit. Mais donc, il y a un regard neutre sur ce qui se passe. Et puis, en fait, s'il regarde n'importe quel héros ou personne que tu admires ou personne qu'on peut qualifier qui a réussi, jusqu'à temps qu'il réussisse ou qu'il invente X, Y, Z ou sa vie est parsemée d'expériences dans lesquelles il a échoué, appris, il s'est relevé, puis il a continué jusqu'à temps qu'il arrive au succès que tu lui connais. Tu n'as juste pas vu ces 37 tentatives où est-ce que ça n'a pas donné le résultat qu'il voulait pour définir un échec, admettons. Mais tant mieux qu'il n'ait pas réussi à ce moment-là parce que ça lui a permis d'apprendre, de se relever, développer sa force, développer ses compétences, développer son savoir, bon, peu importe, pour éventuellement se rendre au résultat. Je pense aux inventeurs parce que je pense que c'est quelque chose, c'est souvent comme ça dans la vie, les gens vont voir et un peu juger, hein, c'est un réflexe humain, de ce qu'on présente, mais ce qu'on présente, c'est juste la pointe de l'iceberg. Tout le monde sait qu'en dessous de l'eau, il y a 80% que tu ne vois pas. Donc oui, tu vois le succès d'un inventeur qui a inventé l'ampoule électrique. Combien d'expériences il a fait dans son labo avant que ça fasse de la lumière, tu sais? 200. Et heureusement que son critique n'était pas trop fort, sinon on n'aurait pas de lumière. Exactement, exactement. Exactement, en fait, oui. Il y a un livre que j'aime beaucoup. Caroline a dit, je suis tellement touchée, merci. Je vous aime, les filles. Merci, Caroline. Oui, un livre que j'aime beaucoup, puis on a parlé, Nico et moi, dans un live précédent qui était Succès ou échec, en fait, l'un ne va pas sans l'autre, qui aide à changer un peu d'état d'esprit par rapport à ça. C'est Carol Dweck qui a écrit ce livre-là qui s'appelle « Oser réussir, changer d'état d'esprit ». Et ça parle vraiment de l'état d'esprit fixe versus l'état d'esprit de développement. Et c'est principalement ce qu'on vient de dire. Autrement dit, dans l'état d'esprit fixe, j'échoue ou je réussis. La réussite, c'est bien, l'échec, c'est mal. Et ça, on a un paquet de croyances et de systèmes autour de nous depuis notre naissance qui ont été construits comme ça. Nos parents, l'école, la religion, la culture, etc. Et on a l'esprit de développement qui dit « Thank God que j'ai échoué. J'ai appris, je me relève, j'apprends, je continue, puis j'avance. » Fait que c'est vraiment Puis le livre t'aide à développer ton esprit de développement puis à sortir de l'esprit fixe. Donc, c'est un livre que j'aime beaucoup dans ce domaine-là pour commencer à au moins un peu rétablir notre relation, une relation saine avec le fameux thème de l'échec. Bien vivre un échec, c'est une forme de réussite. Effectivement. Vraiment. En fait, c'est la réussite des réussites parce que il n'y a plus rien qui peut t'atteindre si tu ne vois plus l'échec comme un échec négatif, mais comme un morceau de l'escalier que tu prends pour te rendre à un point X, Y, Z. Tu sais. Et même parce que quelqu'un, les plus sceptiques ou les plus critiques de ce monde pourrait dire « Oui, mais tu peux cumuler 37 escaliers puis tomber en haut. » Qu'est-ce que tu penses que tu vas avoir appris? Ça va t'avoir transformé tout au complet. Ça va faire qui tu es maintenant. Donc, il n'y en a pas d'échec à ce sens-là ou au sens de notre critique, en fait. Puis comme il dit, ben oui, Sébastien, c'est tellement vrai, il dit, on apprend plus
dans l'échec que dans la réussite. Oui. La réussite, elle est fun, tu as réussi. Mais si tu n'échoues pas, fait que je repense encore aux expériences d'inventeur. J'ai échoué là, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Mettons que je manipule des fils là, pour faire produire de l'électricité. Ah, mais parce que là, ils se touchent. Fait que si j'avais pas échoué, j'aurais pas appris qu'il faut que je les... Je dis n'importe quoi, je connais rien à l'électricité, mais je veux dire, il faut que j'échoue plein de fois pour apprendre tout ce qu'il faut pour réussir. Et c'est beaucoup plus satisfaisant, ces apprentissages-là, que la réussite. Surtout si tu prends même pas le temps de les souligner et de les célébrer. Oui, bon, oser vraiment réussir. Je parlais du premier, Nat a dit, il y a 2 livres de Carol Dweck. Oser réussir, puis oser vraiment réussir. Donc, j'imagine que l'autre, c'est le 2, ou une réédition qu'elle a peut-être renommée. Il faudrait voir, mais j'aurais tendance à lire n'importe lequel des 2, parce que moi, ça m'a vraiment marqué. Puis sinon, je pense que tu es en train d'en lire un en ce moment, Vanessa. Je trouve que les livres de Kristen Neff et de Brené Brown sont de belles lectures pour apprendre à être plus doux envers soi-même, puis à sortir de la honte, puis de l'imperfection, puis de notre fameux critique, finalement. Oui, toute la posture, le programme d'autocompassion axé sur la pleine conscience de Kristen Neff, c'est à la base justement de l'atelier qu'on a créé dans le programme sur le sentiment d'imposteur. Donc, c'est vraiment basé sur ses écrits à elle là, qu'on a mis de l'avant, toutes les notions d'autocompassion. Donc oui, c'est vraiment inspirant. Ça donne des outils concrets aussi. Hein? Donc, c'est pas juste une posture philosophique de soyez doux envers vous-même. Il y a des façons de faire, il y a des outils. C'est quelque chose qui vous inspire. Là, vous pouvez aller lire Kristen Neff. Puis Brené Brown, tu me disais, c'est lequel que tu lisais en ce moment? En ce moment, je lis un livre qui est une synthèse de plusieurs ouvrages et qui est plus sur le leadership, mais qui met beaucoup de l'avant l'authenticité. Je trouve que ça connecte vraiment au schéma imperfection-honte. À partir du moment où on veut plus cacher finalement qui on est, nos limites, on devient automatiquement plus authentique, puis ça nous libère. Là. C'est lourd, là, se cacher. Là. C'est vraiment lourd et ça nous déconnecte et de nous-mêmes et des autres. Quand finalement, pensons pourquoi ton critique s'est développé. Tu as été rejeté à l'école. Ouais. Tu as été déconnecté des autres. Donc, ton besoin d'amour et de sécurité dans la relation, il n'était pas répondu. Mais les stratégies du critique te déconnectent encore plus. Tu n'es pas authentique, tu n'es pas connecté avec toi-même puis avec l'autre. Donc, c'est un paradoxe. Il veut te protéger, puis ça a sûrement marché au début. Ouais. Mais en même temps, ces stratégies te déconnectent de toi-même. Donc, oui, c'est lourd, puis c'est pas aligné avec qui tu es vraiment en dessous de tous ces masques-là. Donc, effectivement, c'est très libérateur. Les lectures de Brené Brown, j'aime beaucoup. Je suis en train de lire, de relire, en fait, La grâce de l'imperfection, qui est moins leadership, plus être humain général. C'est vraiment un beau un bijou. Toi, tu lis-tu un petit peu de Brené Brown, Elsa? Non, je commence à connaître là, avec vous, mais je connaissais moins ces approches-là sur l'autocompassion, la bienveillance. Donc, non. Mais je découvre. Tu vas t'y mettre. Je vais m'y mettre. C'est le fun d'écouter en audio aussi. Oui, c'est ça. Tu n'as pas le temps de lire un livre. J'ai aucunement le temps de lire. Donc, moi, c'est audio. Il faut que je puisse l'écouter en marchant. Oui, ben c'est ça. Moi aussi, en marchant, là, j'écoute beaucoup d'audio dans le spa ou au gym, ou ça m'accompagne quand je cuisine, etc. Puis là, on peut découvrir plein de pépites. J'ai goût de te demander. Vas-y, excuse. J'allais dire quelqu'un aussi qui recommande S'affranchir de la honte de John Bradshaw. Il me semble que j'en ai entendu parler. Ça a l'air intéressant. Je vais être obligée de m'acheter un nouveau livre. Oh, pauvre moi. S'affranchir de la honte. Je vais juste aller le regarder. J'ai une petite seconde. Oui, c'est ça, je regardais aussi. La honte, installée en permanence, prend des visages variés. Elle contamine l'identité. Elle occasionne des problèmes de comportement. Ces comportements peuvent mener à l'effondrement de notre système familial et nous empêcher d'évoluer sur le plan personnel. Au moyen d'un témoignage bouleversant, Bradshaw révèle que la honte est à l'origine de bien des problèmes
compulsion, dépendance. C'est un intervenant psychosocial. Ouais, ça a l'air très intéressant. Direct sur le sujet. Vanessa, est-ce que tu as envie de nous d'expliquer comment ça se passe un peu dans l'atelier sur le sentiment de l'imposteur? Et justement, tu as dit tantôt, peut-être un peu pour aider les gens de notre programme qui nous écoutent en ce moment. En ce moment, vous êtes à la moitié. Est-ce que quelqu'un peut se greffer à vous, même s'il n'est pas venu au début? Oui, c'est construit de façon à ce qu'on puisse se greffer à n'importe quelle étape en cours de route. Donc, on est à peu près à la moitié. Il va y avoir une petite pause de 2 semaines, puis on va reprendre en juillet. Là. Donc, on parle pendant une certaine portion de la séance du sentiment d'imposteur parce qu'il y a tellement d'angles différents. Donc, on voit plusieurs angles pour bien comprendre ses ramifications à ce sentiment d'imposteur-là. Mm-hmm. Une autre partie de la rencontre est dédiée à des techniques d'autocompassion de Kristin Neff, inspirées de ses ouvrages. Donc, des exercices concrets, des réflexions guidées pour nous aider à augmenter notre autocompassion envers nous-mêmes et comprendre ce que c'est l'autocompassion aussi, hein, parce qu'on peut avoir des préjugés juste envers ce terme-là, penser que c'est qu'on va être moins performant si on est dans l'autocompassion. Donc, non. Nos schémas peuvent s'activer juste contre le mot en tant que tel. Donc, de déconstruire le terme autocompassion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les piliers de l'autocompassion et comment ça peut être au service de notre épanouissement et venir finalement recadrer sainement notre sentiment d'imposteur sans sacrifier la compétence, sans sacrifier le fait d'être fier de soi, le fait de s'activer, le fait d'être performant. Donc, on vient voir tous les angles, sentiments d'imposteur et autocompassion. Donc, le problème et le remède. En tout cas, une partie du problème et une partie du remède. Des pistes. Oui. Puis, c'est quand? Parce qu'il y a quelqu'un qui le demande dans le chat, c'est quel jour, quelle heure? Et jeudi 9h. Donc, on continue jusqu'à la fin juin. Il va y avoir une petite pause de quelques semaines et on reprend là, plus tard en juillet. Ouais, c'est ça, vous avez 16, 23, 30, puis 7 août, je crois. Donc, une autre série de 4 à partir du 16. C'est ça? Je m'en souviens pas par cœur, donc je me fie sur 3%. Bon, ben, je me fie sur moi aussi. Nat a dit qu'il y a aussi le livre « Famille d'origine ». Fait que j'ai cherché un petit peu en parallèle, mais je le trouve pas. Si jamais tu peux nous dire c'est quel auteur... Nat, ça serait apprécié parce que je ne trouve pas le livre en question. Donc, il y a des gens qui nous ont dit merci, des petits cœurs, merci pour ce témoignage inspirant. Isabelle a dit il y a des belles surprises de synergie dans les ateliers d'imposteurs. Oui, il y a toutes sortes de choses qui peuvent émerger hein, quand on connecte à notre enfant intérieur vulnérable et que les enfants intérieurs vulnérables des participants connectent ensemble, ça peut donner place à des beaux moments très touchants. Oui, puis c'est un peu ça, tu sais, un des objectifs des groupes aussi, hein, c'est sentir qu'on n'est pas seul. Puis surtout dans un thème comme ça où on est aliéné, vraiment toute seule dans notre tête avec notre critique, avec notre honte et tout ça, de connecter avec notre enfant vulnérable, puis avec l'enfant vulnérable des autres, ça donne lieu à vraiment des beaux moments. John Bradshaw. Pardon. C'est un des piliers de l'autocompassion de Kristin Neff, se connecter à notre sentiment d'humanité commune. Donc, oui, on le vit à notre façon aussi là, dans les ateliers. Génial! Fait que les gens pourront aller s'inscrire s'ils sont dans la thérapie évolution et que ça les intéresse. Je regarde le livre John Bradshaw. Bon, je le mettrai plus tard sur les commentaires. Je ne le trouve pas pour l'instant. Ah, c'est la famille, OK. Les filles, on arrive à la fin de notre live. Je viens de réaliser, j'aurais aimé ça qu'on parle un peu plus du sentiment d'imposteur dans le rôle de parent. Est-ce que tu as une lecture ou une suggestion dans ce sens-là, Elsa? Parce que je sais que c'est un sujet que tu peux connaître peut-être quand même assez. Non, je n'ai pas de livre ou autre sur le sujet. Je pense qu'il peut être intéressant, c'est de lire sur tout ce qui est le sentiment d'efficacité personnelle.
Fait que dans le sentiment d'efficacité personnelle, il y a le sentiment d'efficacité parentale. Ça veut dire ou le sentiment de compétence parentale aussi. Mhm. Ça veut dire comment, c'est ça, un peu nos points de repère dans ce sur quoi on s'évalue. Puis ce qui est difficile avec le rôle parental, c'est qu'il y a énormément de cultures associées à ça. Donc, des cultures éducatives, des cultures transgénérationnelles, des cultures, qui fait en sorte qu'on a tellement de différents modèles. Puis, surtout avec les médias sociaux, en plus, on a des modèles comparatifs partout. Ce qui fait en sorte que c'est important de vraiment toujours se recentrer à soi-même. Je reviens avec l'image de soi. Mais soi-même, c'est quoi nos points de repère? Parce que c'est difficile de se perdre, puis de s'évaluer, puis de se comparer énormément, la comparaison sociale. Puis ça l'amène effectivement le syndrome d'imposteur qui est très, très fort, en fait, très, très fort là, chez les parents. Vraiment, 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 vraiment. C'est. Tu sais, je pense que quand on parle de syndrome de l'imposteur, puis qu'on a nommé justement qu'on faisait un live là-dessus, les gens s'attendaient, comme tu as dit un peu, Vanessa, en début de live, à ce qu'on parle surtout du rôle professionnel, parce qu'il y a une performance, il y a une évaluation, il y a. On dirait plus attendu, ou en tout cas, c'est à ça qu'on pense quand on pense à imposteur. Mais je l'ai vu beaucoup, 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 beaucoup dans mon bureau. Vous l'avez vu, vous autres aussi, dans votre pratique clinique, les filles. Puis peut-être dans vos vies personnelles. Le fait d'être parent, c'est un rôle particulièrement particulier. Puis j'explique pourquoi. Là, il y a 2 grandes raisons, je trouve. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Elsa, sur ça. Mais c'est que, premièrement, être parent, c'est très difficile, demandant, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Et ton enfant vient au monde, puis il n'y a aucune instruction pour aller avec. Donc, tu as ton enfant 100% du temps, en tout cas la plupart du temps, et tu peux, on le sait, ça a été dit, c'est ça qui est dans le processus d'avancer dans les générations en psychologie, puis sur la science et tout ça, tu peux faire du tort à ton enfant, un parent qui n'est pas, je veux dire, entre guillemets, comme dit Winnicott, suffisamment bon, mais il va faire du tort à son enfant. Fait que c'est un rôle que tu n'as pas d'instruction, qui est très prenant, qui est très grave, qui est très important, qui peut faire du tort à la personne que tu aimes le plus au monde. Simonac, c'est de la pression. Puis là, en plus, comme tu as dit, Elsa, en ce moment, étant donné qu'on parle beaucoup d'émotions, qu'on parle beaucoup de transmission intergénérationnelle, comment on avance dans notre société, sur les réseaux sociaux, les gens s'affichent énormément sur leur stratégie parentale, puis dans leur rôle de parental, puis ça donne lieu à beaucoup, beaucoup de comparaisons. Fait que ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas un rôle au monde qui est plus challengeant sur tes propres bobos, blessures, schémas, patterns, que ton propre enfant. Donc, quand tu es dans ton rôle parental, ça réactive énormément tes blessures, tes besoins affectifs non répondus, tes schémas. Ton enfant, il vient te chercher là, direct, où il faut. Tu sais, c'est une relation très similaire avec la relation que tu as eue, toi, avec tes parents. Fait que tout ça pour dire que être parent, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Il n'y a pas d'instruction. C'est important. C'est le rôle de votre vie auprès d'une personne que vous aimez plus que tout au monde. Fait que no shit. Les gens vivent beaucoup le sentiment de l'imposteur. Je l'ai vu beaucoup dans mon bureau. Il y a quelqu'un qui dit sur ton chat à toi, on sait comment faire les bébés, mais on ne sait pas comment faire les papas. Mais donc, aller chercher de l'aide, participer entre autres à des ateliers comme celui de Vanessa sur le syndrome de l'imposteur, faire des lectures, travailler à écrire ce que vous ressentez, ce que vous avez comme besoin, ce que vous vivez dans votre critique, si vous avez ces sentiments d'imposteur. Prenez soin, dans le fond, de ça, parce que ça fait mal, puis c'est lourd, comme tu as dit tantôt, Vanessa. Oui, je me demandais, l'atelier sur le critique de Elsa, est-ce qu'il est encore ouvert pour inscription? Il vient de terminer. On a terminé la semaine passée, mais on le donne au moins 2 fois par année. C'est un atelier de 3, un atelier divisé en 3 ateliers. Puis on va vraiment, je pense que les gens apprécient, on a des bons commentaires, mais on va vraiment décortiquer c'est quoi le critique, puis on fait un accompagnement
sur vraiment aller voir le critique, identifier c'est quoi le côté utile parfois du critique, les nuancer. On explore justement avec la thérapie des schémas, on fait un exercice de transposer ce critique-là sous forme de dessin, d'image, puis de voir après ça comment être dans l'adulte sain. On va rester à l'affût pour... Oui, pour Fait qu'il y a l'automne. des chances que vous leur donniez, par exemple, à l'automne ou à l'hiver. l'automne, exact. Restez Parfait. au courant. On va surveiller ça. OK, ben merci beaucoup. Je vais juste regarder vite avant de terminer, parce qu'il y a quand même plusieurs commentaires dans le chat. Nat qui dit « Merci beaucoup pour la qualité de vos lives. Encore une fois, super bien verbalisé, facile à intégrer. Je vous adore. » Je remercie la vie, l'univers et mes efforts personnels, dit Patricia. Bravo. C'est un bel équilibre, ça, d'attribution interne et externe. Exactement, exactement. Oui, j'aime bien. Il y a quelqu'un qui demande imposteur et TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, me pose beaucoup d'ennuis, nouvellement diagnostiqué, départagé, ce que j'ai été, ce que je pense être, ce que j'étais, ce que je suis réellement. Avez-vous une lecture suggérée? À brûle pour point, comme ça, il n'y a rien qui me vient par rapport à... C'est très spécifique, là, le sentiment d'identité, le critique, tout ça. Mais peu importe, en fait, oui, je connais bien le TSA et tout ça, mais je dirais peu importe que tu sois TSA, je pense que des livres sur l'identité, mais aussi sur ce qu'on a parlé tantôt, donc l'autocompassion, la validation, la douceur, comme de Kristin Neff et Brené Brown, pourraient te faire le plus grand bien. Sylvie dit, parce que j'ai parlé du rôle parental, c'est le plus beau rôle. Par contre, c'est le plus beau rôle de ma vie. Et je suis fière de ce que j'ai accompli avec mes fils. Ça en vaut tellement la peine. Bravo. Merci pour les beaux commentaires, tout le monde. Merci pour vos partages. Merci d'avoir participé, de rendre ça aussi vivant. C'est vraiment le fun pour nous autres. Puis on se sent proche de vous. On sent qu'on fait ça pour une bonne raison. Merci les filles d'avoir accepté mon invitation puis de nous avoir partagé vos expériences personnelles et professionnelles, vos savoirs. C'est très apprécié. Puis on va certainement en refaire. Hein? On se connaît. Bien sûr. J'espère bien. Des rôles qu'on partage touchant aussi. Oui. Merci. Donc voilà, à toutes et à tous, on vous souhaite une magnifique journée. Puis on se revoit bientôt dans le programme ou sur la chaîne. Bonne journée. Bonne journée. Bye.